Comment bien débuter dans la photographie sportive? Donc pour bien commencer, il est essentiel de bien connaître son environnement sportif local, les grandes villes, les grands clubs, les comités, les ligues, etc. Moi par exemple, je suis basé sur Toulouse, donc je sais qu'il y a le Stade Toulousain, le TFC, les Phoenix dans le hand et les Spacers au volley. C'est des entités qu'il faut connaître pour pouvoir les aborder et proposer des projets parce que c'est là qu'il y a l'argent dans votre région. Ensuite, il va falloir établir un calendrier événementiel. Donc ça, vous pouvez le faire sur un fichier Excel tout simple. Qu'est-ce que c'est un calendrier événementiel? C'est un répertoire de toutes les dates des événements que vous avez envie de suivre pendant l'année. Ça, les matchs et les horaires, vous pouvez les retrouver dans plusieurs endroits. Par exemple, moi j'utilise une application qui s'appelle Flashscore sur un mobile et qui va vous dire pour les plus gros championnats et pour les plus gros clubs, quelles sont les dates et les horaires précises de chaque match jusqu'à la fin de la saison. Mais le souci, c'est qu'ils ne vont pas prendre en compte les petits championnats, les petites équipes comme les sports féminins ou les sports à petit niveau. Ça, il va falloir vous rapprocher plus des sites, des ligues et des comités qui vont, eux, vous donner ces informations, ou alors même les médias sportifs, comme le Bien Public, la Dépêche pour les sudistes et l'équipe. Après, il va falloir anticiper vos matchs pour que vous puissiez demander les fameuses accréditations qui vont vous permettre de photographier au bord du terrain. Pour avoir ces accréditations, en général, on se tourne vers les responsables de communication ou auprès des responsables de presse. C'est eux qui vont les délivrer s'ils voient que vous avez un travail assez conséquent, que vous avez de la bonne volonté. C'est surtout de la relation humaine. Donc ces contacts, il va falloir les mettre dans des fichiers de contact, pareil, que vous pouvez faire sur Excel. Et dans cette feuille Excel, vous allez noter le numéro de téléphone, adresse mail, les LinkedIn, etc. Ou sur le moment, quand vous allez regarder sur votre fichier de calendrier événementiel la date de votre match, vous pourrez ensuite aller à la feuille de contact du club en question pour voir à qui s'adresser pour demander cette accréditation. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, ça peut être par exemple proposer des prestations gratuites uniques à vocation de se faire connaître par l'établissement pour ensuite pouvoir proposer des prestations payantes qui vous permettra ensuite pour vous de constituer un portfolio. Le portfolio, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va être votre base de présentation. Ça va vous permettre de montrer votre propre expertise dans le milieu de la photographie sportive et en fait, les gens vont pouvoir être rassurés en voyant ce que vous êtes capable de proposer. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Il va falloir le construire sur un long terme et sur tous les événements que vous allez faire au fur et à mesure du temps. Et c'est une stratégie sur le long terme qui, au début, c'est sûr, ne paye pas beaucoup. Faut pas avoir peur de ça. Je connais très peu de photographes qui réussissent à se faire très bien payer dès le début de leur activité. Il faut savoir que la photographie, de toute façon, c'est 10% de photos et le reste, c'est uniquement construire tout son environnement, son entreprise et de vos stratégies de développement. Cette stratégie, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par votre site que vous pouvez créer, elle passe par les relations sociales et c'est ça le cœur du métier en fait. Ensuite, je vous apprends rien, pour pouvoir commencer, il va falloir connaître les bases de la photographie. Tout ce qui est triangle d'exposition, tout ce qui est réglage de votre boîtier, ça doit être du par cœur. Parce que quand vous serez au bord du terrain, si vous êtes encore en mode automatique, vous n'aurez pas la main mise sur ce que vous voulez retranscrire à votre image, surtout au niveau de la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation dans la photo sportive, c'est ultra important parce que c'est ça qui va figer votre mouvement. Alors paradoxalement, oui et non. En fait, c'est super simple d'accéder à des petits matchs. Par contre, pour réussir à se faire payer, là c'est une toute autre histoire. Et c'est ça le hic dans la photographie. C'est que le milieu devient tellement concurrentiel maintenant, avec l'accessibilité de plus en plus simple au matériel photo. C'est assez simple maintenant de se dire qu'on va se lancer dans la photographie avec un bon boîtier et des bons objectifs. Mais il ne faut pas se limiter à ça, parce qu'en fait, c'est en élaborant votre stratégie que vous allez devenir plus concurrentiel que d'autres, pas en faisant des meilleures photos. En fait, la difficulté, elle réside vraiment dans la perception qu'ont les gens de la photographie. Et nous, on doit leur faire comprendre justement la valeur ajoutée qu'on peut apporter en fait à la communication de ces institutions. J'aimerais juste revenir par contre sur un point qui me semble très important dans le milieu de la photographie sportive. Quand on propose par exemple des prestations gratuites, il faut avoir conscience que même si on est nombreux, il faut faire toujours attention à ne pas empiéter sur le travail d'autres photographes qui, eux, peuvent proposer des prestations payantes. S'ils savent qu'une personne peut leur proposer des photos gratuites, ils vont pas aller chercher à payer un autre photographe. Et en fait, ça c'est un souci, parce que du coup, ça nuit aussi à la vision qu'ont les gens de la photographie. Si on propose que des prestations gratuites, en fait, on n'est pas perçu comme un vrai métier, alors que c'est le cas. Donc en fait, ça n'empêche pas de proposer des prestations gratuites, mais il faut le faire avec des clubs, des ligues ou des comités dont on est sûr qu'ils n'ont pas l'argent pour communiquer, ou alors qui vous ont dit de manière sûre et certaine
dès le départ qui ne peuvent de toute façon pas payer de photographe. Là, c'est ok. Mais si jamais le doute persiste, parlez-en ou renseignez-vous. Pour résumer, je dirais que le principal conseil, c'est l'action. Tant que vous êtes actif et tant que vous progressez, aussi lentement que ça puisse paraître, c'est que vous allez quand même dans la bonne direction. Alors ça, il ne faut pas vous laisser intimider par ça dès le début. Tant que vous avez un boîtier et un objectif quel qu'il soit, lancez-vous. Sinon, ce sera toujours un frein pour commencer et encore une fois, le principal mot d'ordre, c'est l'action. Donc faites, progressez et avec le temps, vous comprendrez ce qu'il faudra acheter. C'est super important d'avoir un objectif qu'on connaît quand on travaille dans la photographie sportive, notamment au niveau de l'ouverture et des plages focales. Donc pour ma part, j'utilise le 70-200 qui est juste derrière moi. Donc le 70-200 de Canon qui est à f2.8 et il est vraiment super top. Il me permet d'avoir des images super nettes avec beaucoup de lumière qui peut rentrer à l'intérieur et ça me fait la majorité de mes sports d'intérieur et même un petit peu de sport d'extérieur. Pour la photographie d'extérieur, je vais plutôt privilégier le Tamron 100-400 qui est à f5.6, 6.3. C'est-à-dire qu'à focale maximum, il ouvre à 6.3, donc il est plus fermé et laisse rentrer moins de lumière. C'est ce qu'il me fallait pour pouvoir progresser sur le bord du terrain et aller chercher plus loin les joueurs grâce à l'objectif. Mais c'est pas pour autant que juste avec un 70-200 vous allez être ultra limité. Il y a des photographes qui travaillent dans des grosses équipes qui ne fonctionnent qu'avec un 70-200 et ça fonctionne très bien en fait. C'est à vous de choisir. Même avec un 28 mm, vous pourrez faire des photos dans votre match. Vous allez juste proposer d'autres choses. Le coût du matériel, ça, vous pouvez le faire varier en fonction de l'outil que vous utilisez. Si vous voulez un 70-200 2.8, vous pouvez, c'est aux alentours de 800 €. Mais par contre, vous pouvez largement réduire ce coût en choisissant un 70-200 f4. Alors certes, vous allez avoir un peu moins de lumière, mais c'est négligeable et vous allez pouvoir payer beaucoup moins cher. Ensuite, pour réduire encore ce coût, vous allez pouvoir vous rediriger vers les sites ou les boutiques de revente de matériel d'occasion. Sur internet, il existe MPB qui sont super et qui vont pouvoir revendre du matériel d'occasion et même vous le racheter si vous avez besoin de revendre du matériel que vous n'utilisez plus. Et dans les boutiques, vous allez pouvoir trouver aussi des super merveilles. Faites attention à quand même gérer votre budget avec précaution. Si vous achetez tout d'un coup, vous aurez plus d'argent pour continuer. Donc ça, c'est à prendre en compte. Faites des paiements en plusieurs fois s'il le faut. Vous pouvez aller jusqu'à 12, 24, 36 fois. Et comme ça, vous allez pouvoir étaler le coût de votre matériel. Moi, j'ai photographié mes premiers matchs avec des vieux objectifs Canon qui datent des années 2000 et ça faisait des photos pas super, mais au moins ça m'a permis de me lancer et de proposer mon travail à des institutions et de commencer à me faire payer. Ensuite, j'ai pu investir dans du meilleur matériel pour pouvoir proposer autre chose et améliorer mon contenu. Alors bien sûr, il existe une différence évidente à un niveau très professionnel, donc tous les photographes qui photographient pour les championnats, pour les gros clubs, PSG, etc., où vous allez les voir avec des objectifs à plus de 10 000 € parfois, ou des appareils qui dépassent souvent les 5 000, 6 000 €. Mais en fait, il faut le voir comme un confort plus qu'autre chose. Ça n'élimine pas la concurrence. Non, même vous, avec votre petit appareil et votre petit objectif, vous pouvez faire des photos qui sont tout aussi bien. Acheter du meilleur matériel, finalement, ça permet juste de prendre plus de photos, d'avoir plus de netteté, d'avoir plus de lumière. Mais c'est du confort. Si vous prenez une photo et que vous la travaillez bien dans votre match, eh ben, cette photo, elle sera super aussi. Moi, je pense que de toute manière, 50% de la photo se fait en post-production. C'est pas pour autant qu'il faut mettre les réglages n'importe comment. Il faut savoir les maîtriser, sinon on peut rien en faire en post-production. Mais c'est ensuite que vous allez pouvoir ajouter toute la saveur à la photo. Quels sont les réglages à utiliser pour une photo de nuit en football sur un Canon 4000D ? Alors le Canon 4000D, il a un capteur APS-C. Ça, j'y reviendrai ensuite pour vous expliquer. Donc il faut savoir que de toute façon, les réglages que vous allez utiliser pour votre appareil à un moment donné va totalement dépendre de la situation. Si la lumière est bonne, moi je sais que j'aime bien photographier à obturation 1/1250e, ouverture minimale, dans mon cas 2.8 avec mon 70-200 ou 5.6, 6.3 avec mon Tamron, et à ISO fixe. Alors pourquoi est-ce que les ISO, il faut les fixer ? Souvent c'est pour les matchs qui se trouvent en soirée où on sait que la lumière ne va plus changer parce que l'éclairage artificiel s'allume et la lumière ne bouge plus. En fait, ça va surtout vous permettre de gagner du temps sur la phase de post-production sur votre outil de retouche photo. Par contre, évidemment, si les conditions de lumière sont changeantes, comme par exemple un match où il peut y avoir de l'ombre et de la lumière à certains endroits, et ben vous allez vous rendre compte que si jamais vous laissez vos ISO fixes, vous allez avoir des photos surexposées et des photos bien exposées, ou inversement. Donc dans ces cas-là, il faut laisser les ISO
en automatique, tout en fixant pour autant sa vitesse d'obturation et son ouverture. Dans des conditions de faible luminosité, vous allez pouvoir descendre avec la photo de foot jusqu'à 1/800e environ avant que ça devienne dramatique sur le flou de mouvement. Vous allez quand même rater des actions, ça c'est inévitable, mais si ça peut vous permettre de ne pas dépasser les 10 000 ISO, que je considère pour les APS-C le palier vraiment très visible et destructeur de la photo, eh ben c'est que tout va bien. Si par contre vous êtes obligé de monter au-dessus des 10 000 ISO ou encore de baisser la vitesse d'obturation, ça va vraiment devenir compliqué et il va falloir penser à d'autres alternatives. Je pense que certains d'entre vous sont déjà au courant que des outils pour retirer le grain existent, notamment sur Lightroom, Topaz ou encore d'autres logiciels, et que ça peut vous permettre de rattraper une photo. Alors c'est vrai, et avec ça vous pouvez monter à plus que 10 000 ISO, mais il faut quand même avoir conscience que ça va dénaturer légèrement votre photo. Donc vous pouvez voir cette photo avant et après un passage en denoising sur Lightroom, et je trouve personnellement que même à 50% uniquement de denoising, on perd trop de qualité sur la photo et trop de détails. De plus, c'est vraiment une perte de temps totale. Si vous maîtrisez bien vos ISO au moment du match, vous ne perdrez pas 40 minutes sur Lightroom à passer toutes vos photos une par une pour enlever le grain. Ensuite, forcément, le nerf de la guerre, photographier en RAW ou photographier en JPEG. Personnellement, j'ai commencé en photographiant en JPEG parce que j'ai lu sur certains articles que la plupart des photographes sportifs photographiaient en JPEG. Pourquoi ? Parce que ça permet tout simplement de prendre des rafales photos plus rapides, avec plus de photos et donc finalement plus de choix. Et en fait, c'est des conneries. Pourquoi ? Parce que photographier en RAW va vous offrir largement la quantité nécessaire de photos dont vous avez besoin. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez un appareil qui est capable de prendre 10 000 photos en une minute qu'il faut prendre 10 000 photos en une minute. Au contraire, essayez de faire des rafales courtes qui vont vous permettre de photographier vos joueurs sur de courts moments et pas passer ensuite 4 heures à trier vos photos. Photographier en RAW, donc, ça va vous faire des fichiers plus lourds. Donc ça va être plus long à importer et c'est aussi pour ça que je voulais pas l'utiliser. Mais alors, quels sont les points positifs ? Eh ben, c'est la possibilité de retouche derrière qui est décuplée. Alors, est-ce que c'est vraiment à ce point-là ? Est-ce que c'est pas un point de vue un poil trop tatillon de la part des photographes ? Et en fait, avec le temps, vous allez vous rendre compte que non. Parce que le fichier JPEG, c'est déjà une photo qui est retouchée par votre marque d'appareil photo. Dans mon cas, Canon, ils font des fichiers JPEG qui sont, je trouve, trop contrastés, trop saturés, et qui ne sont pas assez nets à mon goût. C'est pour ça que j'ai préféré changer pour pouvoir appliquer toutes ces fonctionnalités sur Lightroom moi-même avec un fichier RAW qui est certes à la base plus décontrasté, avec plus de grains, mais qui va au final vous offrir beaucoup plus de liberté, notamment dans les deux phases les plus importantes de la retouche de votre photo, la balance des blancs et la luminosité. Je reviens donc sur ce que je disais au début, sur le format du capteur APS-C du Canon 4000D. Alors, quelle différence on va avoir entre un capteur APS-C, un capteur plein format ou encore même un capteur plus petit ? La différence, elle va se retrouver déjà dans la plage focale que va offrir votre objectif. Par rapport à un plein format, un APS-C offre 1,6 fois plus de plage focale que ce qui est affiché sur votre objectif. Donc si je mets mon 70-200 sur mon boîtier APS-C, en l'occurrence pour moi le Canon R7, et ce sera la même chose sur le 4000D, ça va donner un 112-320. Donc ça offre beaucoup plus de plage focale, surtout pour la photographie sportive, où vous allez avoir un boîtier à moindre coût. Cependant, le point négatif, c'est que ça prend moins de lumière. Et oui, forcément, comme ils sont plus petits, ils vont avoir une montée en ISO qui est plus compliquée. Vous allez avoir beaucoup plus de grains rapidement. Là où un boîtier en plein format sera à peu près correct jusqu'à 10 000 ISO, un boîtier APS-C commencera à galérer à partir des 6400. Alors je pense que j'ai commencé comme tout le monde en utilisant les presets qu'on a vus dans les boutiques de presets, sur les sites des photographes, et je pense que comme tout le monde, j'ai été déçu. Et oui, parce qu'un preset en fait, ça s'applique à une situation donnée, à une photo donnée. La personne qui a fait ce preset, en fait, elle a pris une photo et elle a fait des pré-réglages par rapport à cette photo. Après, vous pouvez utiliser des presets, personne ne vous blâmera pour ça. Si jamais vous voulez trouver une patte artistique ou avoir des idées, vous pouvez les utiliser pour commencer à retoucher vos photos avec. Mais vous allez vite vous rendre compte que ça va vous limiter. Par contre, point très important, c'est que vous pouvez retoucher ensuite ces presets. En fait, quand vous le mettez sur Lightroom, vous pouvez ensuite retoucher chaque caractéristique de la photo et réenregistrer le preset pour pouvoir l'adapter, vous,
à vos photos. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait sur les championnats de France minime junior de tennis de table. J'ai utilisé un preset que j'avais trouvé dans une boutique de presets, dans un pack, et que j'ai réutilisé à ma sauce en changeant les caractéristiques pour pouvoir le mettre en accord avec la lumière et les couleurs de la salle de tennis de table. Ça a très bien fonctionné, ça m'a fait gagner du temps et ça m'a donné des idées pour la suite. Alors, l'utilisation de presets pour retoucher toutes les photos en une seule fois, ça peut être pratique pour gagner du temps. Mais il est crucial de comprendre que c'est absolument pas une fin en soi. Vous allez devoir repasser photo par photo pour les retoucher. Parce que si vous mettez uniquement vos presets et que vous prenez une photo d'un joueur sur le terrain, et la photo d'un entraîneur sur le banc de touche n'aura pas du tout la même luminosité, si ce n'est la même couleur. Et ça, il va falloir que vous repassiez derrière pour pouvoir retoucher vous-même avec les curseurs tous les éléments qui ne vont pas. Pour résumer, l'utilisation de presets, il ne faut pas l'éviter à tout prix. Ça peut être quelque chose de bien, comme l'intelligence artificielle, pour gagner du temps. Mais il faut comprendre qu'il faut bien connaître son outil pour pouvoir réellement l'utiliser comme bon nous semble. C'est la même chose qu'avec son appareil photo. Il faut connaître les touches, connaître les réglages pour pouvoir l'utiliser. C'est un début à tout. Si la photo est trop froide, c'est que la balance des blancs n'a pas été bien faite. La balance des blancs, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va vous permettre de donner de la température et de la teinte à votre photo. La température, elle va aller du bleu au jaune et la teinte du vert au magenta. Donc si votre balance des blancs est pas bien faite, vous aurez une photo soit trop bleue, soit trop jaune, soit trop verte, soit trop magenta. Pour ce faire, vous devez réussir à trouver une neutralité parfaite par rapport à l'environnement qui vous entoure. Si, par exemple, comme moi, vous photographiez dans un studio où la lumière est complètement jaune, vous allez faire la balance des blancs pour qu'elle soit totalement neutre. Donc pour changer cette balance des blancs, vous allez le faire au moment donné où vous faites cette photo. Il faut pour ça trouver quelque chose de blanc autour de vous. Si vous êtes dans un stade, les poteaux de foot, certains sièges ou même les barricades parfois peuvent avoir du blanc. Et en pointant ces surfaces blanches avec votre appareil photo, il va pouvoir comprendre quelle est la lumière qui vous entoure autour de vous et trouver un point neutre parfait pour pouvoir faire sa balance des blancs. Pour vous aider, vous pouvez prendre une feuille blanche avec vous. Je me suis déjà retrouvé plusieurs fois sur un stade où il n'y avait aucune surface blanche sur laquelle je pouvais faire ma balance des blancs. Si vous n'avez pas fait votre balance des blancs au moment donné, pas de panique. Il y a une solution pour ça, ça s'appelle le format RAW. Le format RAW, qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier brut qui permet de stocker toutes les informations de votre photo pour pouvoir ensuite les retravailler sur Lightroom, là où un fichier JPEG ne va stocker qu'une petite partie d'informations pour avoir un fichier de plus petite taille. Donc le format RAW, il va vous permettre de stocker les informations de balance des blancs, de luminosité et même de format. Ensuite, vous aurez juste à le remettre sur Lightroom pour pouvoir retoucher à votre guise la température, la teinte, l'exposition ou même la taille de votre photo. Quelles sont les retouches basiques, peu importe la photo ? Ces retouches basiques, elles sont déjà décrites comme telles sur Lightroom en fait, ou sur la plupart des outils de retouche photo. Ces outils basiques, ça va être la luminosité, le contraste, les noirs, les blancs, les hautes lumières, etc., etc. Et vous allez avoir toute cette catégorie disponible dans le premier onglet en général de votre outil de retouche photo. Sur Lightroom par exemple, on peut voir que pour retoucher basiquement n'importe quelle photo qui n'est pas bien étalonnée, on va pouvoir retoucher tout simplement en premier lieu l'exposition, peut-être un petit peu la balance des blancs, et après on va aller toucher un peu à tâtons pour voir ce que ça donne sur les blancs, les noirs, les hautes lumières, les ombres, etc. Ça, c'est vraiment les retouches basiques. Ensuite, si vous voulez vous intéresser d'un peu plus près à ce qui peut être présent dans votre outil de retouche, vous pouvez descendre dans les TSL, c'est la teinte, saturation et luminance. Ça va vous permettre de changer les teintes précises ou la saturation précise de certaines couleurs en particulier. En l'occurrence, orange, rouge, vert, bleu, etc., etc. En tout cas, si vous êtes sur Lightroom, je peux vous conseiller un outil super important et super utile qui est apparu il n'y a pas très longtemps. C'est la couleur par point. La couleur par point, c'est les TSL en 1000 fois mieux. Alors comment ça marche ? Vous allez pouvoir pointer avec votre pipette un endroit dans votre image et une couleur en particulier que vous voulez retoucher. Là par exemple, mon sportif a les joues trop rouges. Moi ça me plaît pas, donc je vais aller chercher ma pipette, je vais sur ses joues pour retoucher
la couleur rouge qui se trouve à cet endroit. Et ensuite, je vais tout simplement déplacer mon curseur saturation pour que la joue perde de sa couleur rouge. Ensuite, dans les outils importants qu'il y a sur Lightroom, j'en citerai deux. Je dirais la netteté et la luminance. La netteté, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une image un petit peu plus sèche, un petit peu plus visible, avec plus de détails. Mais ça peut augmenter le grain, donc faites attention à ça. Ne surabusez pas sur la netteté, ça se voit très vite. La luminance, il faut la doser avec parcimonie. Parce qu'en fait, ça peut enlever le grain de votre photo, certes, mais ça va la lisser énormément. Et vous ne pourrez plus le rattraper avec la netteté. Donc il faut faire très attention à ça, mais c'est un outil qu'il faut prendre en compte et qu'il faut connaître. Enfin, il est peut-être intéressant de savoir qu'il existe un outil d'étalonnage sur Lightroom qui va vous permettre de changer quelques couleurs et d'apporter une patte artistique pour donner un aspect bleu, orangé, rouge ou un petit peu plus vert à la photo, plus sépia, plus vintage, etc. Tout ça, ça se passe ici, dans l'étalonnage. Et ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'appliquer des masques. Les masques de Lightroom sont super utiles et super bien faits. Vous pouvez sélectionner des sujets, un sujet ou plusieurs parties d'un seul sujet. Et ça va vous permettre de retoucher par exemple un personnage dans une photo qui est trop sombre alors que la photo de manière générale est trop éclairée. Et si vous rehaussez simplement l'exposition, toute la photo en pâtira. Vous pouvez aussi créer des masques elliptiques ou des masques linéaires pour créer de la texture dans votre photo et mettre par exemple des hausses d'exposition dans des photos sombres ou des baisses d'exposition dans des photos éclairées pour donner un aspect plus cinématique à votre photo. Et ça, il ne faut pas hésiter à les utiliser, ça peut être super intéressant pour trouver justement votre patte artistique. Alors gagner sa vie en photographie, c'est pas gagner. Et sans mauvais jeu de mots, c'est une progression qui est très lente et très constante. Alors évidemment, vous allez pouvoir trouver des exceptions qui confirment la règle. Au début, personnellement, j'ai commencé à photographier des personnes que je connaissais. Des petites entités, des petits clubs, en proposant des prestations gratuites au début. Ensuite, quand la confiance s'est installée et que mon portfolio s'est agrandi, j'ai pu proposer des prestations payantes à des acteurs plus intéressants qui ont de l'argent, notamment autour de ligues, notamment dans le tennis de table où je peux photographier pour des événements importants. Mais je n'aurais jamais pu faire ça aujourd'hui si je n'avais pas commencé à photographier des jeunes dans des petits clubs perdus au milieu de l'Occitanie. Donc il y a une courbe de progression qui est évidente et ça, il faut l'avoir en tête. En s'adressant aux personnes intéressées et susceptibles de payer pour vos prestations, alors vous pourrez progresser petit à petit. Il ne faut cependant pas vous attendre à gagner un salaire décent avant de nombreux mois pour certains. C'est pas pour autant qu'il faut se décourager, il faut avoir conscience de ça. Des aides existent, notamment avec la CAF, la prime d'activité, ou même réfléchir à avoir un job secondaire jusqu'à ce qu'on soit complètement lancé pour pouvoir faire uniquement de la photo sportive. Donc pour gagner de l'argent, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut aller démarcher les institutions sportives et leur proposer vos prestations grâce au portfolio que vous aurez construit, au site que vous aurez potentiellement mis en place ou encore aux réseaux sociaux autour de vous. Ces institutions que vous allez démarcher, il va falloir vous renseigner dessus pour savoir si elles ont ou non de l'argent à mettre dans la communication. Et ça, c'est un point qui est assez difficile à voir au début, mais que petit à petit, vous commencerez à comprendre. Et il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de démarcher les entités qui n'ont pas d'argent. Peut-être que sur un malentendu, elles vont en avoir pour vous, pour un événement. Et ça, il ne faut pas passer à côté en se disant que je vais aller démarcher uniquement les grosses institutions qui ont beaucoup d'argent. Parce que justement, c'est là qu'il va y avoir le plus de photographes, le plus de concurrence et la plus grande difficulté à se démarquer. Ces petites institutions, ça peut être des comités départementaux, des ligues, des petits clubs, mais attention, les clubs ont rarement de l'argent pour la communication parce qu'ils ont déjà leurs responsables de com qui s'occupent de tout et même de la photo. Vous pouvez ensuite démarcher des agences. Les agences, c'est super intéressant parce qu'eux, ils ont toujours besoin de photographes pour couvrir les événements où ils sont. Ça peut être des agences de communication, des agences de création ou même des agences de sportifs. Et ensuite, vous pouvez aussi vous adresser auprès des médias. Les médias sportifs sont assez nombreux en France et je suis sûr que dans votre région, il y en a des très intéressants qui sont bien établis. Pour ma part, en Occitanie, La Dépêche est un des plus gros médias sportifs existants. Essayez toujours, dans tous les cas, de proposer un prix à vos prestations. Cela vous permettra au moins de vous crédibiliser auprès des personnes qui vous entourent et de ne pas vous faire passer pour un amateur. Les prix que vous allez fixer, ils vont dépendre de votre niveau et de votre ancienneté dans le métier. Ils vont forcément au début être bas. L'augmentation des tarifs, elle arrive avec les prix du marché, l'offre et la demande. C'est toujours la même chose. Si vous commencez à avoir une offre pertinente,
eh ben vous pourrez fixer vos prix en fonction de ce qui est demandé par le client. Et c'est à vous de choisir, et c'est là que le métier de photographe devient réellement intéressant, parce que vous avez la main mise sur vos prestations.